Nul. C'est pas la première fois qu'un entraîneur de l'Olympique de Marseille parle en conférence de presse ou au micro de Canal+ pour dire que son équipe, notre équipe, l'Olympique de Marseille, a été nulle. On a été nuls. Je sais pas si on arrive à se rendre compte de la puissance, de la violence du constat que les entraîneurs de l'Olympique de Marseille ont sur les joueurs qui sont sur le terrain. Jean-Louis Gasset est là depuis 9 matchs. 9, c'est un chiffre important. 9 matchs, 5 victoires, 4 défaites, l'homme des séries, on a envie de dire, sans mauvais jeu de mots. Et derrière, il arrive à ce constat, on a été nuls. Et à l'issue de la rencontre, on apprend dans l'équipe tout à l'heure, que je lisais ce matin, que il est en plein désarroi. Il n'a pas de changement possible. Il espère simplement qu'Mbemba puisse revenir dans le 11 pour aller affronter Benfica. Benfica, la double confrontation, j'ai pas envie de dire de l'espoir, parce qu'il n'y en a plus, c'est le dernier souffle. La dernière souffrance ou le dernier souffle. Évidemment, lundi, on se retrouvera pour parler de Benfica. Mercredi, on se retrouvera pour l'avant-match. Mais sérieusement, c'est chaud. C'est chaud. J'avais pas envie de faire de vidéo à chaud hier soir. Pas possible. Parce que à chaud, personnellement, d'autres savent mieux le faire que moi. J'arrive pas à trouver les mots pour avoir le recul nécessaire. Et là, ce matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, Chris, il faut que tu fasses une vidéo parce que déjà, très égoïstement, ça permet d'extérioriser. Et 2, ça permet d'échanger avec vous et d'essayer de comprendre. Donc bienvenue sur CM Football, je suis Christophe, on va essayer de débriefer à froid cette rencontre, cette défaite, cette nouvelle défaite. Et je vous parlais du chiffre 9 tout à l'heure. Regardez le calendrier et regardez le nombre de matchs qu'a eu Gattuso avant d'avoir ce constat terrible de dire que l'équipe, que l'Olympique de Marseille avait été nulle. C'était au 9e match, c'était face à Strasbourg. Et on avait fait match nul un partout. Et on sortait d'une rencontre terriblement insipide, le néant. Et là, on va pas dire que c'était le néant hier face à Lille, mais on a sombré au fur et à mesure de la rencontre. Alors on va pas refaire la sempiternelle chronologie de cette intersaison manquée, du déficit physique qu'ont les joueurs de l'Olympique de Marseille. On va pas se cacher derrière les blessures non plus. Mais sérieux, franchement, c'est abusé. Donc dernier souffle, dernière souffrance, la double confrontation face à Benfica, on aura la réponse. Moi, j'ai tendance à y croire parce que c'est l'Europe, parce que on a vu ce qu'on était capable de faire en Europe, mais on a vu ce qu'on était capable de rendre aussi comme copie. Ce match face à Villarreal qui est vraiment un tournant dans la première épopée de Gasset. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai souvent tendance à parler de série et de dynamique. Et ces dynamiques, moi, j'aime pas les défaites, même qui servent où on se qualifie. On se qualifie, c'est le plus important, mais j'aime pas parce que ça casse les dynamiques. Et je me rappelle de l'équipe de France qui avait perdu face à la Tunisie au Mondial 2022. Et ce but de Griezmann qui avait été injustement refusé, il casse la dynamique. Bref, on va pas faire la comparaison entre deux équipes qui n'ont rien à voir. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors on va revenir sur le match. Je souris nerveusement parce que j'avais tweeté à la mi-temps. Bon, déjà, je pense que globalement, il y a un sentiment général en termes de supporters où on n'attend plus rien. Moi, j'attends encore un tout petit peu de l'Europe parce que j'aime bien les émotions positives, même si on sait que ça sera compliqué. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Maintenant, en Ligue 1, il n'y en a plus. J'avais dit déjà qu'il ne fallait pas jouer la Ligue des Champions. Là, c'est très bien. On ne peut plus imaginer jouer la Ligue des Champions. Ciao. Voilà, on va être à notre niveau. On va aller chercher une place en Europe parce qu'il faut aller en Europe quand même. La première mi-temps, on aura tenu une mi-temps. Je pense que comme a dit le capitaine lillois à la fin du match, ils ont surjoué les Lillois en première mi-temps, ils ont trop voulu forcer et ils savaient, comme a dit Cabella, à 1-0 c'est plié. Et c'est ce qui est arrivé. Magnifique Joga Bonito de Luis Enrique, passe extérieure du pied en retrait, c'est léché, c'est propre, c'est nickel, c'est parfait. Gigot avait chaussé les crampons de 18 en plus. Il a bien démarré. Hop, un petit accrochage au démarrage, petite glissade qui va bien. Lucidité dans le placement défensif. Après, je suis sarcastique, mais Jonathan David joue bien le coup. Il joue très bien le coup.
Mais ça sent qu'il y a de la lucidité, il y a de l'intelligence du côté de Jonathan David. Il est là, il met son corps en opposition. Le défenseur a deux choix. Soit il reste sur ses appuis et il pousse Jonathan David à s'effondrer et à jouer le 6 mètres ou le corner, soit il tacle. Et Jonathan David, il a joué le tacle. Et il a bien joué le tacle. Penalty indiscutable. Paul Lopez n'y peut rien. Bon, on part du mauvais côté. C'est pas nouveau sur les pénaltys. Et puis après, on va avoir une balle de 1 partout par Pierre-Emerick Aubameyang. Certains vont lui en vouloir de ne pas avoir eu cette efficacité. Ouais, c'est possible. Hein. Il y aura toujours des avis contraires. Moi, je trouve qu'il a encore donné. Il est trop esselé, ce garçon. Mais moi, je peux pas lui en vouloir. Il fait le bon geste. Chevalier, il fait le geste qu'il faut aussi. Quand tu arrives en 1 contre 1, soit tu dribbles, soit tu piques. C'est ce qu'il faut faire. Chevalier sort très bien. Il regarde même pas, il a la main comme ça pour sauver le ballon. Magnifique Chevalier. Cette balle de 1 partout, elle change la rencontre. Et puis après, tu vas avoir ce 2-0. Alors, j'ai pas très bien revu le but. J'ai lu que Harit avait fait une feinte qui pèse sur le but. J'ai vu que Gigot perdait le duel face à Jonathan David. Moi, je vois surtout Rémi Cabella qui ouvre parfaitement son pied, la défense qui recule. Et voilà, 2-0. Le match est plié. Alors, tu reviens à 2-1 sur un but chanceux, mais bon, il faut le provoquer, hein, c'est comme tout. Tu reviens à 2-2 sur cette rencontre, on ne parle pas du 2-1 de la même manière. Il faut aller le provoquer, ce but. Donc Aubameyang, voilà, il a le mérite d'y croire jusqu'à la dernière seconde. Et puis, tu as ce 3-1. Avec un Ulysse Garcia, abonnement VIP, j'ai l'impression, là, franchement, il est aux premières loges. Il était super spectateur. Parfait, il était là, en attente, à regarder l'action qui se passait de l'autre côté. Ah bah il a été là, popcorn, hein, nickel. Il attend, il regarde, le ballon arrive, ouais c'est cool. Ah bien, il y a mon joueur qui arrive aussi. Et bon, Paolo Lopez peut rien. Ça fait 3-1 et c'est mérité. Voilà, ça montre la classe d'écart qui existe entre une équipe qui est cohérente, qui a un président et un entraîneur qui s'entendent pas forcément. Il y a eu des dissensions entre Fonseca et son président, mais ça travaille. Il y a une cohérence, il y a une continuité. Il y a des joueurs qui sont partis, il y a des joueurs qui sont intégrés, il y a des joueurs qui grandissent, il y a des joueurs qui travaillent aussi médiatiquement différemment. C'est-à-dire que quand tu as un Moumbagna qui arrive à Marseille, tu as RMC et Daniel Riolo qui sont en target sur lui. Tu as le jeune Islandais qui est arrivé du côté du LOSC la saison dernière. Il a le temps de travailler. Tu as un Jonathan David qui a eu une longue période de disette en première mi-temps. On n'a pas fait de lui un bouc émissaire comme l'a été Vitinha. C'est Lille, c'est Marseille. Médiatiquement, c'est pas la même chose. J'en suis conscient. Mais ça travaille bien et c'est peut-être sur ces exemples-là qu'il faut construire aussi. Si vous savez mon sous-entendu, compris mon sous-entendu, Paolo Fonseca irait très bien à l'Olympique de Marseille, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Est-ce que Paolo Fonseca veut aller à l'Olympique de Marseille dans le contexte qu'on connaît avec toutes ces intersaisons mouvementées? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc si on reste sur la rencontre et qu'on revient sur Jean-Louis Gasset, il a fait le terrible constat que a vu Gennaro Gattuso. Et c'est là aussi où il faut savoir se remettre en question. Et je le fais en me disant que peut-être que Gattuso avait raison avec les limites de cet effectif. Et peut-être que cet effectif que j'ai vu très haut, très beau, et que beaucoup ont vu, et je ne veux pas me cacher parce que j'ai mon audience, vous qui me regardez, et je vous remercie pour le suivi, et j'ai observé le recrutement de l'Olympique de Marseille, mais je ne pense pas avoir été le seul à appeler à dire que cet effectif était cohérent, allait apporter de la vitesse et pouvait réellement faire quelque chose cette saison. Je me suis trompé. Même si l'Europe n'est pas finie, je me suis trompé. Et je n'étais pas le seul parce que d'autres observateurs, des ex-professionnels, des personnes qui travaillent dans le football au quotidien, qui en ont fait leur métier à part entière, avaient fait ce constat-là en début de saison. Mais la mayonnaise n'a pas pris. Et Gasset en fait ce constat. On a été nuls. Mais c'est d'une violence. Et les joueurs,
je le disais, je le tweetais hier soir. On parlait de leadership. Je parlais de leadership. Je serais curieux de savoir comment ils sont dans le vestiaire. Est-ce que le discours qu'on a entendu de Verretou au micro de Prime ou de Gasset, il est traduit dans le vestiaire? Parce que moi je suis le premier à vibrer quand on voit les vidéos des joueurs qui chantent on a gagné, on les a tapés, ouais, c'est cool, c'est formidable. Mais moi j'aimerais aussi qu'on puisse savoir, je te dis pas voir, parce qu'il y a l'intimité du vestiaire aussi, mais qu'on puisse savoir si il y a des hommes qui parlent dans ce vestiaire en disant les gars, faut qu'on fasse quelque chose. Et ça, je sais pas. Et j'ai pas l'impression. Et c'est ça qui est horrible. Et Gasset en fait le terrible constat. Donc on va aller à Benfica, on va voir. C'est une parenthèse, cette Coupe d'Europe. On l'a vu face à Villarreal, on l'a vu face au Shakhtar. À l'aller, à chaque fois, au match à domicile. Au match à domicile, au retour pour le Shakhtar, à l'aller face à Villarreal. C'est une parenthèse. Il y a quelque chose qui se passe dans cette Coupe d'Europe qui transcende tout le monde. Et on a tendance à dire, vous savez, comme on est en Coupe de France, parfois il y a des équipes qui font des saisons pitoyables. Je pense à l'Olympique Lyonnais, qui a progressé cette saison et qui est en finale de Coupe de France. Quand tu fais une mauvaise saison, tu as une bouée de sauvetage. Cette bouée, pour l'OL, ça a été la Coupe de France, finale. Pour l'OM, c'est l'Europe. Et qu'on ne vienne pas me dire derrière que c'est une saison ratée en Europe. On est quart de finaliste de l'Europa League. On nous aurait dit ça le 15 août après le Panathinaikos. On aurait dit on s'en fout, mais bon, on aurait quand même signé. Mais il y a quand même un truc qui revient à chaque fois, et je vous le dis, je l'ai fait face à Toulouse, je l'ai fait face à Strasbourg, je l'ai fait face à Brest. Ces 3 fois-là, je l'ai fait en vidéo. Et pour moi, c'est des éléments qui sont marquants dans une saison. Face à Toulouse, on a eu la réunion du 18 septembre qu'on connaît. Face à Strasbourg, je l'ai fait. Face à Brest, je ne l'ai pas fait parce que Gattuso a donné sa démission avant même que la vidéo sorte. Donc j'avais tourné une vidéo et j'ai pas pu la sortir, donc j'en ai fait une autre. Face à Strasbourg, j'avais fait une vidéo, notamment Silence, on coule, en pointant du doigt la direction. Alors il y a ceux qui ne veulent pas voir les vidéos ou qui ne veulent pas entendre quand je suis critique ou quand j'essaie d'apporter des critiques vis-à-vis de la direction de l'Olympique de Marseille, qui pensent que je suis pro-Longoria. Mais il faut savoir reconnaître que quand un homme fait des belles choses, il faut savoir le reconnaître. Quand une direction se trompe parfois, ou on a l'impression, ou j'ai le sentiment qu'elle se trompe, il faut aussi le dire, mais il faut savoir l'entendre. Je dis ça pour quelques commentaires qui sont assez particuliers. Il y a des dissensions en interne. Quand tu écoutes les médias, quand tu lis l'équipe, quand tu écoutes RMC, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne tire pas dans la même direction. Je le disais au FCM ce jeudi, j'étais invité, n'hésitez pas à aller les suivre, les copains du Football Club Marseille. Formidable émission, super positive, très qualitative. Voilà, je le disais, quelle direction pour l'Olympique de Marseille. Il y a le mot vers où on va, mais avec quelle direction? Aujourd'hui, on a un Pablo Longoria et un Stéphane Tessier, président et directeur général. Quand tu vois l'histoire du Tifo et le fait que Pablo Longoria n'ait pas été informé et que, selon la presse, selon l'équipe, la décision a été prise par Stéphane Tessier, le directeur général, aurait été prise, je vais prendre le conditionnel, par rapport à ce qui a été écrit dans l'équipe, tu te dis, on va où? Comment ça se fait que le président de l'Olympique de Marseille, ou même encore plus, comment se fait-il que nous, observateurs, supporters, apprenons que le président du club n'ait pas été informé d'un tifo de la sorte? C'est exceptionnel. C'est extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Comment est-ce possible que cette information sorte? Et que ce soit le cas, si c'est le cas? C'est fou. Eh bien, dans cette période de turbulence, moi j'aime bien la communication. J'aime bien quand on vient et quand on parle et qu'on puisse expliquer ce qui va pas. C'est quoi la direction? Vers où va-t-on?
Et on est dans un constat malheureux, c'est que cette direction ne prend pas la parole face à ces moments-là. Et je l'ai entendu déjà, le président Pablo Longoria dire c'est à la fin qu'on fait le bilan. Et il fait le bilan régulièrement à la demi-saison. Il parle à la presse. Mais il faudrait peut-être un intermédiaire dans ces cas-là qui puisse venir parler pour expliquer et pour donner une direction et pour faire rejaillir ce qui se passe dans le vestiaire. Je ne sais pas si c'est Mehdi Benassia qui pourrait le faire, mais il semblerait qu'il puisse avoir ce rôle d'intermédiaire, d'ancien joueur, de relais, une connaissance des médias. Et moi, ce niveau intermédiaire de connaissance et d'explication et de communication, de ne pas l'avoir, ça m'embête. Pas pour faire de la création de contenu. Ça, on s'en fout. Non, pour comprendre, pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, ça ne va pas. Tu peux pas avoir enchaîné 5 victoires consécutives en mode électrochoc à 4 défaites consécutives avec un fond de jeu diamétralement opposé de ce qu'on a pu voir sur les 5 victoires. Parce que tu vas me dire, les 5 victoires, c'était peut-être sur des oppositions qui étaient relativement plus faibles. Il y a eu Clermont notamment, il y a eu Montpellier. Ouais, enfin, tu as eu le Shakhtar quand même, et tu as eu Villarreal. C'est quand même... Et tu as eu une attitude différente. Comment on a pu passer? Alors, on va dire, il y a les blessés. Ok, mais l'attitude, ce que tu envoies sur le terrain, comment tu peux passer de tout à rien? J'ai du mal à comprendre et j'aimerais comprendre. Voilà. Je finis mon extériorisation. On va se retrouver lundi sur un format spécifique. On va pas se parler de l'OM, on va se parler 100% de Benfica. Et on va étudier Benfica de fond en comble, comme on l'avait fait pour Villarreal. C'est un format que j'aime bien. Ça permet de se projeter sur le club et de savoir justement ce qu'il faut retenir du Benfica avant de se plonger vers le match de jeudi, le dernier souffle. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Je suis toujours là pour échanger, avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve lundi. Je vous souhaite un bon week-end, malgré tout. Et profitez bien. Voilà. Allez l'OM. Et à lundi. Ciao.